Alors, bienvenue à vous toutes et tous. Alors, on a un programme chargé parce que tirer un petit peu le bilan et les perspectives de 20 ans de politique en 1 heure, ça va être un challenge. Hein, voilà. Mais on va s'y mettre. Et je voulais commencer par un retour un peu historique, justement. Revenir, si on refait le fil en arrière et qu'on revient au tout début. 2003, donc on a cette loi qui acte, la loi dite loi Borloo, qui acte justement, qui entre en vigueur, qui propose ce programme de rénovation urbaine. Et j'ai envie de savoir, de vous demander, vous, Catherine Vautrin, puisque vous étiez aux commandes, vous étiez au gouvernement à ce moment-là, comment vous avez vu ça, et aux commandes en tout cas en tant que ministre, comment vous aviez vu ça au niveau de la mise en œuvre? Qu'est-ce que c'était les ambitions de départ? Qu'est-ce qui était souhaité pour déjà se remettre dans l'état d'esprit en 2003? Bonjour à toutes et tous. Alors moi j'étais députée, donc j'ai eu l'honneur de voter cette loi. Donc en 2003, je crois qu'on peut parler de deux choses. On peut parler d'un côté d'un constat et d'une méthode. Le constat, vous le savez, 2003, les quartiers globalement ont une cinquantaine d'années. Ils sont dans un état souvent extrêmement abîmé, pour ne pas dire délabré, et ils concentrent en fait un public qui est de plus en plus en situation de difficulté par la qualité du logement, de difficultés en matière sociale, de difficultés en matière économique. Et puis, globalement, les villes ont un sujet de difficulté urbanistique. Et à ce moment-là, la méthode, ça a été d'abord un point qui a montré son intérêt, ça a été la capacité à fédérer l'ensemble des acteurs. Fédérer l'ensemble des acteurs, c'est à la fois évidemment rassembler tout ce que notre pays avait comme techniciens, professionnels de la ville, passionnés sur la ville, fédérer évidemment les élus et fédérer les finances, parce que bien évidemment, l'enjeu était également un enjeu financier. Et finalement, la volonté partagée de tout le monde, c'était comment on a capacité à repenser ces quartiers, comment on a capacité à réhabiliter, à désenclaver. Et donc, quelque part, une volonté qui a été de dire comment on peut mieux intégrer ces quartiers à la ville. Parce que c'était déjà une approche qui était une approche d'urbanisme, avec des quartiers dont les pères fondateurs en avaient fait des lieux souvent excentrés et qui souvent tournaient le dos à la ville, n'étaient pas reliés en termes de transport. Donc on le voit, des endroits dans lesquels il n'y avait pas toutes les composantes qui permettent de faire la ville, et notamment un point majeur qui a généré beaucoup de difficultés, qui était l'absence de transport, qui a été un point très important. À partir de là, la réflexion, ça a été évidemment d'assurer une diversité fonctionnelle, c'est-à-dire non seulement de réhabiliter les logements, mais d'apporter les services publics que les habitants des quartiers étaient en droit d'avoir. Et finalement, ça me permet de dire que la mission première de l'ANRU, c'est d'un côté l'aménagement urbain, de l'autre côté le logement. Son ADN, c'est faire ensemble avec techniciens financiers, faire ensemble avec habitants élus. Donc un rassemblement de celles et ceux qui pensent et qui vivent la ville. Très clair comme cadre. Je voudrais faire réagir côté territoire, Fabienne Cassis, peut-être sur... votre territoire Marseille a été fortement impacté par ces projets de renouvellement, que ce soit la première, la deuxième génération, des quartiers comme le quartier de la Castellane, de la Bricarde par exemple. Vous avez participé aussi au lancement de l'ANRU en Ile-de-France. Quel regard vous portez justement sur l'origine du programme, sur ses ambitions, sur ce cadre qu'a rappelé Catherine Vautrin? Juste un point, déjà bonjour à toutes et à tous, juste un point. Bricarde Castellane, on aimerait que ce soit l'ANRU 2, mais c'est hélas pas encore l'ANRU 2. Mettez bien le micro sous votre... Oui. Voilà, je disais Bricarde Castellane, on aimerait que ce soit l'ANRU 2, mais c'est hélas pas encore l'ANRU 2. En prolongement de ce qu'a dit la présidente, l'ANRU, ça a surtout apporté une méthode de travail, de l'aménagement, mais avec de la concertation. Et pour le coup, ça a révolutionné notre façon de faire avec les habitants, en tous les cas dans les quartiers où on a pu engager les travaux de rénovation urbaine. Et on le disait tout à l'heure, moi je suis assez fière qu'on ait contribué à changer la vie de milliers de gens, à faire des quartiers beaux, à faire des logements beaux, confortables. Après, effectivement, on y reviendra. L'ANRU, c'est de l'habitat, c'est de l'urbanisme, et c'est que
entre guillemets, de l'habitat et de l'urbanisme. Mais au moins, ça nous a apporté voilà, de faire de l'aménagement avec des vraies méthodes de pilotage, des méthodes de concertation et de changer notre rapport aux habitants, de travailler avec les habitants. Et quand on voit Orly, Créteil, enfin je cite des exemples de régions parisiennes, hein, mais Plan d'Ao aussi à Marseille, on peut être fier de ce que l'on a collectivement réalisé. Donc, plus sur la méthode, en fait. Ce que et sur la méthode, ça a lancé une façon nouvelle d'envisager ça avant l'ANRU, hein, les concertations, c'était on faisait une réunion publique, on distribuait un flyer et puis c'était tout. Avec l'ANRU, on a mis en place des ateliers de concertation, des vrais ateliers avec les habitants, on donnait les règles du jeu. Alors, il y a même des quartiers, hein, à Choisy-le-Roi, à Bonneuil, où il y a même eu des votations organisées. Ça nous effrayait tous un peu de laisser les clés du camion. On s'était dit, mon Dieu, mais les locataires, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont décider? Et en fait, il ne faut pas avoir peur de faire confiance à l'intelligence des habitants. On voit que quand on leur explique dès le départ les règles du jeu, les contraintes, et qu'on organise après des consultations, ça peut fonctionner. Voilà, et c'est à chaque fois des votations où les projets ont été approuvés une large majorité, même quand il y avait des démolitions qui étaient intégrées, parce qu'il y avait des garanties qui étaient apportées par le bailleur sur le relogement, et surtout des garanties sur la rapidité d'exécution du projet. Et on s'engageait sur des délais de réalisation, un produit au final, et des conditions de relogement satisfaisante pour tous les habitants. Même question, Maxime Bitter. Côté, est-ce que donc c'est une nouvelle méthode, un peu effrayante, mais on voit que ça peut fonctionner, et on tirera le bilan un peu plus tard. Vous étiez aussi journaliste au Moniteur, donc vous avez suivi ça avec votre œil de journaliste. Quel regard vous portez? C'est vrai que quand je suis arrivé à Lille en 2007, en plein boom du projet de renouvellement urbain, le premier, et qu'on a vu finalement la façon dont la puissance publique coordonnée, parce que c'est quand même ça le sujet, c'est qu'on avait les bailleurs d'un côté, la puissance publique de l'autre, les collectivités, chacun avait son agenda, chacun avait sa méthode, l'ANRU met de la méthode et aligne tout le monde. Et quand 1 milliard d'euros se déverse sur un seul quartier à Lille Sud, quand on cumule l'investissement des bailleurs, l'investissement des collectivités, etc., pardon, mais on peut dire déjà que c'est un exploit d'arriver à mobiliser ces financements. C'est un exploit de coordonner l'ensemble de ces organisations. Et évidemment, quand ça se fait avec la concertation des habitants, bah, c'est encore mieux. Ça n'a pas été réussi partout, il faut quand même être très honnête. Je le dois, on imagine, et on aura un petit peu le descriptif d'Eddy Jacquemart. Mais moi, ce que j'ai vu en arrivant à Lille à l'époque, c'est un élan, un souffle, un enthousiasme, avec quelque chose d'assez puissant. C'est qu'on était dans un grand boom de production de logement social. Il n'y avait pas de sujet de relogement à l'époque. Enfin, si, il y avait des sujets de relogement, mais on le résolvait finalement par le projet lui-même. On construisait des logements sociaux dans le projet, on organisait les relogements, on libérait des fonciers et la machine avançait. Donc un cadre un petit peu différent d'aujourd'hui, et on y reviendra par la suite. Un cadre qui avait énormément d'avantages au profit du projet et de son avancée. Quelques inconvénients, c'est qu'il n'était pas, puisque les enseignements, on en parlera tout à l'heure, il n'a pas permis de satisfaire totalement les objectifs de mixité sociale qui étaient à l'origine du programme. Stéphane Peu, alors en tant qu'élu et aussi avec l'expérience bailleur de Pleine Commune, comment vous regardez justement les premiers pas de ce programme de rénovation urbaine et ses ambitions initiales, c'est l'origine, quoi. Moi, j'étais élu en 2003 quand il y a eu la naissance de l'ANRU, et sur une commune comme Saint-Denis et tout le territoire de la Seine-Saint-Denis, on a vécu ça positivement. D'abord parce que à l'époque, ça peut paraître lointain quand on regarde ça depuis aujourd'hui, mais il y avait un relatif consensus autour de la politique de l'ANRU qui a été initiée en 2003. Et la phrase du président de la République de l'époque, qui a lancé le programme ANRU, Jacques Chirac, disait « La cohésion, la force d'une nation, c'est sa cohésion ». Et autour de cette phrase, qui fait un peu rêver aujourd'hui, mais autour de cette phrase, s'est fabriqué un consensus politique qui partait du principe que les questions sociales, les questions d'éducation, les questions d'accès à l'emploi étaient la mission de l'État social d'une République qui assurait l'égalité des droits à chacun,
mais qu'il fallait traiter une question spécifique à ces quartiers qui était une question urbaine et de dégradation de l'habitat. Je rappelle au passage, parce que souvent on jette l'opprobre sur les villes concernées, mais je rappelle au passage que, en tout cas pour la Seine-Saint-Denis, mais c'est sans doute valable ailleurs en France, que toute l'histoire des grands ensembles qui ont fait l'objet d'un traitement de l'ANRU étaient des grands ensembles qui avaient été initiés à une époque où les villes n'avaient aucun pouvoir en matière d'urbanisme et de politique du logement et étaient des politiques d'État. Je peux vous prendre une par une les cités de la Seine-Saint-Denis et montrer à quel point ça a été une politique imposée par un État centralisé et autoritaire et qu'il y avait d'une certaine manière une justice que quelques années plus tard, devant les dysfonctionnements, l'éloignement des services, l'éloignement des transports, une volonté de, comment dire, de rééquilibrer, de réparer des erreurs qui avaient été commises dans les années 50-60. Alors, le problème, moi j'ai envie de dire en deux mots. D'abord, imaginons ce que serait la France d'aujourd'hui et les quartiers d'aujourd'hui s'il n'y avait pas eu l'ANRU. Voilà, d'abord, un. Ce qu'on a tendance à critiquer, on y reviendra, mais ça a permis de faire évoluer les choses. Deux, ça a été de la dignité pour les habitants des quartiers. C'est plus digne d'habiter dans un immeuble qui a été rénové et dans un quartier où les espaces publics ont été refaits que d'habiter dans des quartiers qui étaient parfois extrêmement dégradés. Donc c'est une question de dignité et je renvoie, pour ceux que ça intéresse, au bouquin que vient d'écrire Esther Duflo sur le sujet de la dignité, qui n'est pas une petite affaire, surtout en ce moment. Là où le bas blesse, et on aura sans doute l'occasion d'y revenir, c'est que parfois l'ANRU et les moyens qui ont été mis sur l'ANRU a été, je vais le dire comme ça pour me faire comprendre, a été un prétexte à casser l'égalité républicaine dans les quartiers. Et forcément, quand vous rénovez l'immeuble, mais que vous fermez l'agence de sécurité sociale, que vous supprimez les RASED dans les écoles, que la Poste, que tous les moyens, toutes les politiques de droit commun, c'est-à-dire qu'en même temps que vous redonnez de la dignité dans l'habitat, vous creusez la ségrégation sociale et la ségrégation territoriale. C'est là le hiatus qui ne va pas, et ce n'est pas l'ANRU le responsable, dont ce n'est pas la mission, mais c'est comment on s'est servi, ou on s'est caché derrière les politiques de rénovation urbaine pour accroître les politiques de ségrégation territoriale et sociale. Alors, est-ce que c'est servi ou pas? Est-ce que ça a été mené en parallèle d'une manière pas forcément cohérente? Ça a donné une bonne conscience. Moi, quand je suis à l'Assemblée et que je parle de la Seine-Saint-Denis et qu'on renvoie les milliards de la politique de la ville pour expliquer que c'est un tonneau des Danaïdes, nous avons fait avec François Cornu-Gentil, un député Les Républicains, donc qui n'était pas de la Seine-Saint-Denis, un rapport parlementaire qui a montré et objectivé comment ce département, je parle de ce département, mais c'est valable pour les quartiers populaires, comment dans ce département, même en ajoutant les crédits et les moyens de la politique de la ville, ce département avait moins de tout, moins de policiers par habitant que la moyenne nationale, moins de magistrats, moins de juges, moins d'enseignants, moins de politique éducative. Et ça n'a rien à voir avec l'ANRU, et ce n'est pas l'ANRU qui peut régler tout le programme de rénovation urbaine. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas jeter l'opprobre sur l'ANRU. L'ANRU a été une bonne chose, reste une bonne chose, elle a redonné de la dignité, mais elle ne peut pas tout faire si à côté... La critique, c'est ceux qui se sont cachés derrière ces politiques pour abandonner les politiques de droit commun. Alors, c'est très bien parce que vous me faites la transition, on peut l'applaudir, sur le bilan, justement. Là c'était l'idée de revenir aux origines. Maintenant, c'est l'idée de voir, 20 ans après, qu'est-ce qu'on peut en dire. Et je vais vous proposer d'en parler. Et d'ailleurs, je rappelle que vous pouvez poser toujours vos questions au 06 44 64 65 04 ou 05, ça s'affiche. Et puis sur l'appli... Alors, côté bilan, moi j'ai envie de me tourner vers vous, Eddy Jacquemart, puisque la question c'est de savoir
à la fin de la fin, c'est les habitants qui voient un petit peu ce que ça a donné. Quel est votre retour là-dessus? Comment les habitants voient les choses? Alors, je vais dire une chose un peu trash. Je pense que les habitants aussi, l'ANRU, ils l'ont vécu, ils le vivent quelquefois comme un bulldozer qui arrive dans leur ville et dans leur vie. Parce qu'en fait, au-delà de la démolition des bâtiments, c'est quelquefois toute une mémoire collective du quartier qu'ils perdent un peu quelque part, ou en tout cas qui change, qui évolue. Tout à fait, mais quelque chose de, je dirais, de violent et de très triste pour certains habitants, puis qui, en fait, on leur arrache leur histoire, et c'est une véritable déchirure. Ça, je pense qu'il faut quand même en avoir conscience, et j'entends les expériences de bonne concertation, mais attention, la concertation, c'est pas une réunion d'information avec une petite information en disant ce qui va être fait dans le quartier. Non, une concertation, c'est faire avec les habitants. Et je pense que ce qui a manqué dans ce programme d'ANRU, c'est véritablement la concertation et de faire avec les gens. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de mobilisations. Il y a des mobilisations encore récentes dans le cadre de ces rénovations urbaines. Notamment, j'ai en tête ce qui s'est passé au Mirail, où les habitants du quartier, à Toulouse, hein, pour situer l'action, les habitants du quartier en fait, se sont mobilisés, évidemment avec la CNL, mais aussi avec les architectes, parce qu'on voulait démolir véritablement des chefs-d'œuvre architecturaux, qui sont quand même aussi des éléments importants. Et c'est triste parce que finalement, les démolitions, elles ont eu lieu. Et donc, c'est un véritable traumatisme pour les habitants. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faudra faire dans le futur, mais on en parlera après. Voilà. Une meilleure prise en compte, en fait, de la vie des habitants, de leur histoire, de ce que ça représentait leur quartier, et de ne pas tout démolir sans leur avoir leur avis. Il y a aussi cette volonté de même si on peut comprendre que certaines personnes voulaient sortir du quartier, il y a des gens, c'est leur vie. C'est leur vie dans leur quartier. Et quand ils voient, j'ai vu les tours là démolies, il y a des gens qui ont pleuré. Oui. Il y a des gens qui pleurent parce qu'on démolit leur habitat. Et ça, je veux dire, il y a un traumatisme important. Et je dénonce aussi quand même quelque chose d'important, c'est la politique de dépeuplement de ces quartiers et de gentrification. On envoie quelquefois encore plus loin les populations dites prioritaires, on les envoie plus loin dans d'autres quartiers qui n'ont pas choisi, parce qu'il y a une forme d'assignation aussi dans d'autres quartiers, et on essaie de remettre dans ce quartier d'autres catégories de population, et je le dis tranquillement, la greffe ne marche pas, il n'y a pas d'accompagnement, et on juxtapose, on essaie de faire une mixité sociale, mais en juxtaposant des populations qui n'ont pas vécu ensemble, qui n'ont pas forcément les mêmes histoires, les mêmes préoccupations, et ça ne marche pas. Donc je pense qu'il y a ça aussi, et le bilan quand même, depuis 2014, quand on regarde les chiffres de plus près, on se rend compte que la démolition, le solde est négatif. Il y a 20 000 logements qui ont été, quand on compare ce qui a été construit et ce qui a été démoli, il manque 20 000 logements. Donc le rapport entre démolition et puis reconstruction n'est pas équilibré, quoi. Le solde est négatif. Donc ça veut dire qu'on a plus démoli finalement dans les programmes de rénovation urbaine que ce qu'on a construit. Donc là, il y a un problème. Alors qu'on n'arrête pas de dire qu'il faut absolument construire. Et voilà, donc je pense qu'il y a vraiment beaucoup de problèmes que les habitants ont vécu, aussi dans le relogement, on leur propose des appartements quelquefois qui sont trop loin et plus chers. Et donc il y a quelque chose à faire. Donc je pense que le travail avec les habitants, parce que les véritables experts, ce sont les habitants. Ce sont les habitants qui doivent pouvoir décider de ce qu'ils veulent de leur quartier. Ils le vivent au quotidien, ils savent ce dont ils ont besoin. Et je crois aussi, je rejoins un peu ce que dit monsieur le député, c'est qu'il y a beaucoup, on ne peut pas mettre tout l'opprobre sous l'agence de l'ANRU, mais il y a aussi un désengagement de l'État sur les politiques
les politiques sociales, les politiques éducatives, où finalement, l'ANRU, Madame la Présidente l'a bien dit, c'est le bâtiment, c'est l'urbanisme. Mais il n'y a pas que ça dans la vie des gens. Il y a tout le reste. Il y a l'éducation, la santé et les transports. Moi, je vois encore aujourd'hui, il y a des quartiers populaires qui sont encore assignés à résidence parce que les transports, eh bien, ils ne fonctionnent pas et qu'à 20h le soir, il n'y a plus possibilité d'aller dans le centre-ville. Il y a une question là-dessus. La rénovation urbaine a permis de remodeler l'habitat dans les quartiers, mais l'activité économique, l'accès à l'emploi aussi, a été un peu oublié. Je voudrais passer la parole à Fabienne Abécassi ou Maxime Viter. Fabienne, vous disiez tout à l'heure, Marseille, pas forcément dans le lot. Il y a une question là-dessus en disant... certains quartiers qui n'ont pas bénéficié de l'ANRU et finalement on a l'impression, comment était l'expression, une vis sans fin. Certains quartiers qui ne sont pas dans les programmes, qui peut-être mériteraient d'y être. Alors on est dans quelque chose d'infini finalement, il faudrait démultiplier les interventions de ce type. Alors juste, je ne suis pas sûre des chiffres que vous avez cités. Mais comme sur les démolitions, sur le rapport... Voilà, mais comme je n'ai pas mes antisèches, et juste tiens à souligner quand même... Voilà, j'ai mon ex-administratrice CNL préférée qui est au deuxième rang et elle pourra témoigner qu'il y a des quartiers où la concertation avec les habitants est conséquente. Elle était satisfaisante et les enquêtes de satisfaction qui ont été faites par des tiers extérieurs montraient qu'il y avait une satisfaction des habitants, même si j'ignore pas qu'il y a effectivement des habitants. On en parlait avec la présidente du Grand Reims, ceux qui avant étaient en Seine-et-Marne, qui ont été... éloignés dans le sud de l'Aisne, ils ne l'ont pas forcément choisi. Pour revenir sur la question de la réussite, il y a le temps essentiel, c'est effectivement les délais. Nos équipes de proximité, elles sont confrontées à des questions très simples de la part des habitants, c'est est-ce que je refais ou pas mon papier peint ? Parce que si dans 2 ans je suis relogée, je ne vais pas refaire mon papier peint, si c'est dans 5 ans, 6 ans. Et effectivement, on a des quartiers à Marseille où ça fait depuis 7 ans que les locataires demandent s'ils doivent refaire leur papier peint. Donc ils attendent, ils ne savent pas. Et donc effectivement, on a l'impression d'être un peu dans le désert des Tartares et on est sans réponse. Là, ce qui a fait la réussite de l'ANRU 1, c'était vraiment le timing, avec des temps courts. En région parisienne, il y a des quartiers où en 8 ans, on est passé de la signature avec la maquette financière, le relogement des habitants, la démolition des bâtiments, la reconstruction, la livraison des bâtiments, en 8 ans. Donc quand ça fonctionne comme ça, on gagne en crédibilité auprès des habitants. Et on a après fait visiter à des habitants d'autres quartiers, on les a emmenés sur place, on dit regardez ce qu'on a fait. Et là, on est crédible. C'est sûr que quand on met 12 ans, 15 ans à traiter un quartier, là, nous, on a effectivement des sites où les gamins, ils avaient 5-6 ans lors des premiers coups de pioche. Puis ils évoluent. Ils sont majeurs, c'est pas tenable et on perd complètement en crédibilité. Surtout pour les personnels, et notamment les personnels de proximité. C'est quelque chose d'intenable. C'est quelque chose d'intenable pour les personnels de proximité. Vous vouliez revenir, Catherine Vautrin, sur cette question des délais et de comment se projeter dans sa vie quand on attend une construction, une déconstruction? Je crois que globalement, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on pourrait revenir. D'abord, je crois que chaque projet ANRU est unique. Et quelque part, c'est toujours très compliqué de reprendre la totalité. Je rappelle quand même que l'ANRU 1, ce sont 546 projets. Donc évidemment, si on regarde le verre à moitié plein, on va trouver le projet magnifique dont parle Fabienne, qui a très bien marché. Et comme le disait Eddy, il y a malheureusement d'autres endroits où les programmes se sont moins bien passés. Mais globalement, je reprends ce qui a été dit sur la dignité d'habiter, sur la résidentialisation qui incontestablement ont changé les choses. Deuxièmement, je partage la notion de mixité qui est extrêmement importante dans les quartiers, qui ne se décrètent pas, qui s'organisent. Et quelque part, je redis aussi la nécessité d'avoir des accompagnements. Je vais être très concrète. On a livré dans le premier programme de l'ANRU 2348 équipements publics. Là-dedans, il y a des écoles, il y a des centres sociaux, il y a des lieux culturels, des lieux sportifs.
l'ANRU livre le bâtiment avec les financeurs. Derrière, ce n'est pas l'ANRU qui met les animateurs, pour être très concrète. Donc, effectivement, ça nécessite cet accompagnement. Maintenant, sur l'accompagnement et l'association des habitants. Oui, c'est vrai que les habitants n'ont pas partout été associés de la même manière. Et c'est très concrètement un des sujets sur lesquels on travaille aujourd'hui, sur comment on va plus loin avec les habitants. Je vous coupe parce qu'il y a une question là-dessus sur justement la maîtrise d'usage aussi, qu'on pense aux habitants, comment ils vont investir les lieux, qu'est-ce qu'ils attendent, est-ce que c'est pratique ou pas, parce que c'est pensé parfois et puis pas très utilisable. Exactement, est-ce que l'appartement, où est-ce qu'on met ses meubles? Question tout à fait basique, mais qui est évidente pour les habitants. Et je reviens sur le sujet du reste à charge, parce que c'est un point extrêmement important et on est très vigilant. Et je pense qu'il faut se souvenir que la force de l'ANRU, c'est que l'ANRU est un établissement public industriel et commercial dont les financements viennent dans l'immense majorité par Action Logement pour 70%, par la Caisse, par les bailleurs et seulement 10% de l'État. Et quelque part, ce sont ces financements qui permettent d'ailleurs après d'apporter des réponses, parce qu'une opération d'ANRU, c'est une opération qui génère des reconstitutions. Et quand tout à l'heure on faisait allusion à la démolition par rapport à la reconstruction, c'est vrai qu'au moment où on se parle, toutes les reconstitutions ne sont pas achevées. Mais l'objectif n'est pas d'aller diminuer du logement, l'objectif, elle est à l'échelle d'un territoire, de repenser l'organisation du logement avec, effectivement, pour certains d'entre eux, la capacité à évoluer dans leur parcours locatif. Parce que c'est aussi, notamment avec des programmes de PSLA, l'occasion ou jamais de permettre à certains de devenir propriétaires. Ça aussi, ce sont des éléments qu'il faut qu'on mette en avant. Et après, dernier point, je ne veux pas monopoliser la parole, sur l'organisation des déménagements, on a dans le processus ANRU ce qu'on appelle l'AUP relogement, où normalement, au-delà de la présentation, il y a un travailleur social qui vient chez la famille pour faire un point global avec la famille de là où la famille souhaite aller. Normalement, le contrat prévoit 3 propositions de logement. Moi, dans ma ville de Reims, je peux vous dire qu'il est arrivé d'aller à 4 ou 5 logements. L'idée, on a rarement, en tant qu'élu, et je prends ma casquette de présidente du Grand Reims, on a rarement l'occasion d'avoir l'opportunité de faire le point avec une famille sur ce qu'elle souhaite faire, là où elle veut aller. Et ça, c'est un des éléments très positifs de l'ANRU. Dernier des derniers éléments, on a vu des images d'immeubles qui implosaient. Ça, c'était l'état de l'art en 2003. En 2023, l'état de l'art, c'est de la démolition qui est faite de façon mesurée pour réemployer, pour regarder comment on peut aller beaucoup plus loin. Le traumatisme est complètement différent parce que c'est vrai que les histoires de vie, ça se respecte. Le logement, il est avant tout pour les habitants. Jean-Louis disait toujours l'humain dans l'urbain. Ah ben, en plus, il y a beaucoup de questions autour de ça, autour de l'humain. J'ai notamment la question à quand l'Agence nationale de la rénovation humaine. Donc on voit bien que l'humain, voilà, il faut le faire parler. Vous avez parlé de financement et je voudrais demander à Olivier Sichel, parce que directeur donc, général délégué de la Caisse des dépôts, les financements et l'accompagnement en ingénierie, c'est décisif. Et la Banque des territoires, la Caisse des dépôts, ont toujours été là comme partenaire historique de ça. Comment vous voyez, quels enseignements vous tirez de ce programme en tant que financeur, partie prenante côté financier? Oui, dès le premier jour, on a accompagné la rénovation urbaine et au total, c'est 24,8 milliards que la Caisse des dépôts, puis après la Banque des territoires, a mobilisé pour les programmes de rénovation urbaine. Et il faut souligner la persévérance de cette politique, puisque encore l'an dernier, on mettait 1,2 milliard sur la seule année 2022. Alors, ce qu'on en retient, nous, donc, c'est outre cette persévérance et la présidente Catherine Vautrin, il faisait référence à Jean-Louis Borloo, c'est quand même l'effet bande, comme le disait Jean-Louis Borloo, c'est que tout le monde est uni dans ce projet. Et c'est extrêmement important, on l'a vu, il faut mobiliser beaucoup de compétences en termes d'ingénierie, mais il faut aller au-delà. Et monsieur le député l'a souligné à un moment, il faut prendre en compte tous les aspects. Et je pense qu'on est au stade dans le bilan où il faut prendre en compte d'autres dimensions. La dimension transport, vous l'avez dit, ça commence à arriver. La dernière fois, j'étais à Angers au quartier Belle-Beille. Le tram arrive et ça change tout. Et ça change tout parce qu'à ce moment-là, vous avez la connexion au centre-ville et vous évitez l'effet d'isolation. Il y a la question
l'accompagnement des commerces et du développement économique. J'étais il y a 3 semaines dans un quartier qui a beaucoup fait de lui à Nîmes, au quartier Pisevin, où on montait une foncière de commerce pour aider, parce que je crois que la puissance publique a un rôle à jouer, à posséder, rénover, réhabiliter ces commerces pour que des commerçants puissent venir en toute sérénité, en tranquillité, et équiper ces quartiers d'un coiffeur, d'une pharmacie, d'un restaurant, d'un bar-bistrot et d'un commerce de proximité. Le bilan qui nous inquiète le plus, et c'était particulièrement visible ici à Nantes, où j'ai fait la visite du quartier Bellevue, qui est un quartier de rénovation urbaine importante. Vous voyez de très beaux bâtiments rénovés par l'ANRU, qui vont être les bâtiments de Nantes Métropole Habitat, les bâtiments de CDC Habitat, notre bailleur. Et puis, vous trouvez au milieu une tour. Et vous vous dites, mais là, il y a quelque chose qui ne va pas. Tout a été bien rénové. On a fait la rénovation thermique, on a traité les habitants. Et expliquez-moi ce que c'est cette tour. Et là, vous dites, ah, copropriété dégradée. Et comme par hasard, c'est là où va se concentrer tous les trafics, c'est là où on va avoir les marchands de sommeil, c'est là où on va avoir les conditions les pires. Et ça reste un problème qu'il nous faut maintenant adresser. Donc dans les perspectives, je pense que sur la rénovation urbaine, on a su traiter, et on y a mis le temps, les moyens, l'essentiel du logement social, et on est ici à l'USH. Et c'est un peu paradoxal de se dire ici à l'USH, je pense que le problème est maintenant surtout sur les copropriétés privées. On y reviendra alors après dans les perspectives, mais je voudrais qu'on fasse le lien, on a beaucoup parlé de la question humaine, il y a des questions aussi, une question qui m'intéressait sur, finalement, voilà, dans certains quartiers on assiste à un paradoxe où les habitants sont fiers de leur quartier rénové, mais ils restent stigmatisés à l'extérieur. Et je me retourne vers vous, Marie-Christine Jaillet, directrice de recherche au CNRS. Quel regard vous portez sur ça? Qu'est-ce qui a changé avec ce programme? Qu'est-ce qui reste difficile pour les habitants? Essayez de nous montrer un petit peu la photo après, finalement. Oui, alors préalablement quand même, une observation. On fait là le bilan de la loi Borloo. Oui. Mais je pense qu'il est important de dire qu'il faut la replacer aussi dans une histoire qui est quand même plus longue, puisque les premières interventions sur les quartiers, elles remontent quand même à la fin des années 70. Donc je pense que ça vaudrait le coup aussi qu'on n'oublie pas cette mémoire des actions de réhabilitation. Pourquoi? Parce qu'un élément qui a été indiqué tout à l'heure et sur lequel je voudrais revenir, c'est qu'une des caractéristiques de l'ANRU et du projet porté par Jean-Louis Borloo, et on peut le comprendre, c'est de dissocier en fait ce qui relève du traitement du logement et du projet urbain, mais il met en place l'ANRU, et je ne reviens pas sur ce que ça a produit, mais c'était aussi l'idée que le reste, il fallait bien le traiter, et pour ça on a mis en place des contrats urbains de solidarité, et on a pensé aussi qu'il fallait mobiliser davantage le droit commun. Or, je partage absolument ce qui a été dit. Le droit commun, on est vraiment très 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 loin du compte, et par ailleurs quand même, tout ce qui relève des politiques alors dites de discrimination positive, c'est-à-dire mettre davantage de moyens pour accompagner mieux les habitants, pour le moins là, on est loin du compte. Donc je pense que quand on fait le bilan de la loi Borloo, je pense que je partage moi ce qui a été dit par les autres intervenants sur ce qu'a produit au fond les interventions de l'ANRU, mais je pense que ce problème de la dissociation reste effectivement un sujet à traiter, en fait. Et qu'il faut probablement dans le futur revenir vers une association plus forte. Alors je reviens sur la question des habitants. Effectivement, je pense que les processus de discrimination, par exemple à l'emploi, n'ont pas diminué, que du côté scolaire, les processus de ségrégation scolaire sont loin d'avoir diminué, et qu'un des objectifs aussi de la loi Borloo, ça a été dit, qui était de revenir à la mixité, elle supposait deux choses. Elle supposait qu'on reconstruise dans les quartiers des logements typologies différentes, permettant l'accession à la propriété, permettant éventuellement de faire venir d'autres types de locataires dans l'objectif de la mixité sociale. On y reviendra peut-être
pas de propos généraux. Il y a des endroits où ça a marché globalement. Bon, c'est pas ça, mais là aussi, il faut pouvoir différencier. Mais par contre, l'autre condition, c'était qu'on reconstruise en dehors des quartiers des logements sociaux bon marché, précisément pour déghettoiser. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que les ménages, effectivement, qui ont le moins de ressources économiques, qui, pour un certain nombre, viennent d'ailleurs, ça a été dit tout à l'heure. Ils sont au fond dans des parcours contraints, c'est-à-dire qu'ils aboutissent là et seulement là. L'idée qui était portée par la loi Borloo, c'était de dire qu'il faut qu'il y ait à l'échelle, à la bonne échelle, celle de l'intercommunalité, une solidarité effective pour produire du logement social bon marché, permettant effectivement de lutter contre ces processus de déghettoisation. Il faut y revenir au bilan là. Alors on a la SRU, la loi SRU, qui permet effectivement de construire du logement social, mais est-ce que le logement social qui s'est construit, pas à hauteur des besoins probablement, il répond vraiment aux besoins des ménages qui aujourd'hui n'ont pas d'autre choix que celui des quartiers? Ce qu'on peut dire, c'est que globalement, non. Et pourquoi ça a été dit dans la table ronde précédente? Parce que l'offre de logements sociaux, elle répond aussi à d'autres besoins sociaux légitimes dans un pays qui a fait le choix d'un modèle généraliste. Donc c'est légitime, mais pour autant, effectivement, ça ne permet pas d'offrir au fond un choix, une alternative à ce que je disais précédemment. Deuxième élément, ou troisième élément, sur la question des habitants, je voudrais revenir. Je voudrais, moi, qu'on apprenne aussi à sortir de les habitants des quartiers. Il y a des habitants de ces quartiers qui ont des rapports très différents au quartier. Il y a effectivement une partie des habitants très ancrés, pour qui la vie s'est faite là, et pour qui, effectivement, les modalités d'intervention, en tout cas passées au moins de l'ANRU, ont été vécues comme un traumatisme. Et effectivement, là, c'est bien l'histoire des gens dont il est question. Mais on sait aussi qu'un certain nombre d'habitants cherchent à quitter les quartiers et que pendant longtemps, ils ne pouvaient pas sortir des quartiers pour des raisons qu'on connaît bien. Et que pour un certain nombre d'entre eux, la démolition a été aussi une opportunité pour sortir des quartiers. Donc moi, je voudrais aussi, et c'est un peu ce que disent les chercheurs depuis longtemps, revenons sur l'histoire longue de cette politique de la ville. Voilà, revenons aussi sur ce processus de dissociation compte tenu des dommages qu'il a généré. Et deux, essayons d'avoir une analyse plus contextualisée, c'est-à-dire de revenir aussi à des situations locales qui ne sont pas les mêmes. Sortons d'un espèce de discours global, y compris sur le bilan de la politique de l'ANRU. Et troisièmement, essayons là aussi de prendre en compte la diversité des parcours et du rapport des habitants à ces quartiers. Alors, je trouve que c'est intéressant ce que vous dites, parce que la partie que je voulais aborder, c'est justement les questionnements, les réinterrogations, les émeutes. Voilà. Les émeutes de juillet 2023 ont amené certains à re-questionner, réinterroger ces politiques publiques en disant finalement, ça montre l'échec de cette politique-là. Et j'avais envie de vous faire réagir, parce qu'il y a ce parallèle entre ce que fait la rénovation urbaine, ce que la rénovation urbaine ne peut pas faire par nature, par définition. Qu'est-ce que la politique de la ville peut faire à côté? Vous avez parlé de commerce, vous avez parlé d'emploi, d'économie. Comment on peut investiguer ces deux aspects? Est-ce que les émeutes sont la preuve que ça ne marche pas? Alors d'abord, je pense que, et je remercie l'analyse qui vient d'être faite, parce qu'il y a un élément qui n'est jamais regardé, c'est quels sont les habitants des quartiers qui ont changé, évolué dans leur vie et qui donc ont quitté le quartier parce que leur situation personnelle les a conduits à aller habiter ailleurs, voire à accéder ailleurs. Ça n'est jamais quantifié. Et quelque part, quand ces personnes s'en vont, les logements qu'elles libèrent, pour le faire très concrètement, sont souvent effectivement occupés par des gens dans des situations
plus précaires que celles et ceux qui viennent de partir. Donc, quelque part, il y a déjà ce premier élément qui n'est pas quantifié et qui mériterait de l'être. Le deuxième point sur lequel vraiment je voudrais insister, arrêtons de raconter les milliards déversés dans les quartiers. Si je prends très concrètement le premier programme de rénovation urbaine en chiffres, 12 milliards d'euros versés, je le rappelle, par Action Logement, par la Caisse, la Banque des Territoires aujourd'hui, par les bailleurs et par l'État exclusivement 10%. Derrière, cela a généré 48 milliards de travaux. Ces 48 milliards de travaux ont produit 4 milliards d'euros de TVA, 6 milliards de cotisations sociales et 40 000 emplois pendant 10 ans dans le bâtiment. Donc oui, l'ANRU génère de l'activité. Ce ne sont pas des milliards déversés à fonds perdus. Et je crois que c'est très important que les uns et les autres le redisent. Il y a, ça a été dit par monsieur le député tout à l'heure, il y a de la création de richesses. Dans ces quartiers, il y a de l'activité et je crois que c'est important de le redire. Alors sur la question des émeutes, justement, de ce que ça a réinterrogé, peut-être par ailleurs, est-ce qu'il y a cette idée que ce n'est pas suffisant, la rénovation urbaine, et que la rénovation urbaine ne peut peut-être pas tout faire non plus? Un sujet de sécurité, on va pas... Il y a des questions quand même qui sont posées au niveau, justement, en conséquence des émeutes, d'éducation, d'emploi. Enfin, il y a beaucoup de sujets que la rénovation urbaine n'est pas amenée à faire. Je me permets quand même de dire qu'on fait le bilan des 20 ans de l'ANRU. Moi, il y a 20 ans, à l'île Sud, je ne pouvais pas y mettre les pieds. Il y avait un checkpoint sur le périph', on ne pouvait pas passer au Sud. 20 ans plus tard, ma nièce, elle achète un appartement à l'île Sud, les logements sociaux sont rénovés et la vie du quartier est plutôt paisible. Il n'y a pas eu d'émeute à l'île Sud. Et ça, il n'y a pas eu d'émeute à Bélencontre, à Tourcoing, projet de renouvellement urbain achevé. LMH, qui a 35 000 logements dans la métropole européenne de Lille, n'a pas vu un mouvement. Alors c'est un témoignage, les expériences sont très différentes. Je n'ai pas observé le logement cible des émeutiers. J'ai observé plein de choses terribles. J'ai observé des services publics qui ont été ciblés. J'ai observé des commerces qui ont été ciblés. J'ai observé l'espace public qui a été ravagé. Le logement, non. D'accord. Et honnêtement, je pense que là où on a réussi à achever le projet de renouvellement urbain, là où on a réussi à l'accompagner de services publics performants, là où les centres sociaux sont au travail, là où le périscolaire est au point, là où il y a des efforts faits sur la solvabilité, l'employabilité, là où il y a des efforts faits sur la scolarisation des mômes, eh ben, il y a probablement un petit peu moins de débordements qu'ailleurs. Voilà. Je voulais avoir votre témoignage, Stéphane Peu, et en écho à une question qui est posée. Les émeutes montrent que les politiques d'exception sont loin d'être suffisantes, un peu en écho à ce que vous disiez au début, et qu'une politique publique de droit commun est indispensable. Est-ce que vous avez vécu ces critiques-là? Est-ce que vous avez entendu cette idée de remise en cause de ce grand programme de rénovation urbaine qui a 20 ans? Oui, bien sûr. Enfin, on l'entendait déjà avant les émeutes. Hein. Vous savez, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur cette impression qu'il y a des milliards déversés. Il faut tordre le cou à cette idée. D'abord parce qu'elle est fausse, tout simplement parce qu'elle est fausse. Après, si vous voulez, moi, je m'inquiète beaucoup, puisqu'on parlait de cohésion nationale tout à l'heure, je m'inquiète beaucoup de l'état de notre pays, et pas seulement dans les quartiers populaires. Aujourd'hui, je vais renvoyer encore à un bouquin, Piketty-Cagé, là, qui vient de sortir. Mais enfin, aujourd'hui, vous avez 3 grandes catégories de territoires en France qu'on peut qualifier de territoires oubliés ou abandonnés par la République. Chacun utilisera le mot qu'il veut. Il y a les banlieues des grandes villes, les quartiers populaires des métropoles, qui est notre sujet d'aujourd'hui. Il y a des villes moyennes en décroissance. C'est aussi la raison pour laquelle il y a eu un programme quartier cœur de ville, Action cœur de ville, Action cœur de ville, mais qui est qui a un peu les mêmes problèmes que l'ANRU, c'est-à-dire il ne traite qu'un aspect du sujet. Villes. Et puis vous avez des zones rurales en décroissance. La question majeure qui est posée, c'est celui d'une république égale en droit pour les citoyens de ce pays, quel que soit l'endroit où ils habitent. Voilà. C'est ça le sujet. Et ça,
le fédérateur, l'élément fédérateur, c'est la question des services publics. Les services publics de la santé, des services publics des transports, les services publics de l'éducation. Alors, sur les émeutes, on pourrait, je ne vais pas le faire ici parce que ce serait trop long, et puis, mais j'ai fait un débat la semaine dernière avec Pierre Jox, l'ancien ministre de l'Intérieur, avec des syndicats de police, sur les questions des rapports police-population et notamment police-jeunesse. Il y a beaucoup de choses à dire parce que je n'oublie pas non plus qu'au moment où en 2003, Jean-Louis Borloo lançait son programme de rénovation urbaine, un autre ministre du même gouvernement, Nicolas Sarkozy, jetait l'opprobre sur la police de proximité. Voilà. Et donc un mouvement double, paradoxal, quoi. Effectivement, c'est totalement paradoxal parce qu'en même temps que Borloo faisait l'ANRU, il aurait fallu que Sarkozy renforce la police de proximité dans les quartiers et travaille à la relation entre la police et la population. Une question qui a été reposée d'ailleurs. Je ne m'étends pas sur la question policière. Je voudrais juste dire que sur les émeutes aujourd'hui, on est maintenant 3 mois après, il n'y a pas eu un débat public, pas une parole politique au plus haut sommet de l'État pour essayer de comprendre ou d'analyser ou de tirer les enseignements de ce qui s'est passé. Ça ne s'est jamais vu. En 2005, il y avait eu immédiatement une parole du président de la République. On en pensait ce qu'on en voulait, mais enfin, il avait parlé au pays. Il y avait eu des débats à l'Assemblée nationale, il y avait eu des débats dans le pays, il y avait eu des controverses dans la presse. Là, rien, blackout. On a juste eu le président de la République qui nous a dit « l'ordre, l'ordre, l'ordre ». Et bien moi, quand je regarde la situation dans les quartiers, je dis « l'école, 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 l'éducation, l'éducation, l'éducation ». Comment vous pouvez accepter que dans mon département, qui est le département le plus jeune et le plus pauvre de France, on a la moitié des postes soumis au concours de professeurs des écoles qui n'ont pas de candidats, et pour la moitié où il y a des candidats et des postes admis, personne ne veut l'admettre, mais on les accepte avec une moyenne de 4 sur 20, quand la moyenne des académies en France, elle est de 14 sur 20. Alors une pauvre école, une pauvre police, une pauvre service public, pour de pauvres gens, ça ne peut pas fonctionner et ça renforce la ségrégation. Voilà sur quoi il faudrait se pencher. Alors, pour un peu atténuer vos critiques sur le gouvernement, on a quand même un Emmanuel Macron qui a annoncé quand même des discussions dans le cadre de Conseil national de refondation sur les émeutes. Oui, il va y avoir un CNR post-émeute, voilà, pour discuter. C'est déjà un premier pas, ça reste de la discussion. Mais excusez-moi, mais enfin, si le CNR émeute se conclut comme le CNR logement, il peut y avoir quelques déceptions. Voilà. Je voudrais que justement qu'on tire un petit peu le bilan de tout ça et qu'on puisse dessiner dans les 10 minutes qui nous restent, et ça ne sera pas suffisant évidemment, mais sur la suite, sur qu'est-ce qu'on peut imaginer avec tous les questionnements que vous avez eus sur cette politique-là, en termes d'atouts, mais aussi en termes de manque. Il y avait une question qui m'intéressait là sur l'Agence nationale de la cohésion des territoires, parce que vous parlez toujours en fait finalement il y a la rénovation urbaine, mais il y a beaucoup de choses aussi à faire en parallèle. Qu'est-ce qu'on peut imaginer, Catherine Vautrin, pour avancer et tirer les enseignements de ce qui s'est passé auparavant, d'un ANRU 2, on passe à 3. Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Alors, je pense qu'il y a incontestablement plusieurs éléments qui peuvent être revus. On l'a dit, je le redis, la place des habitants. Parce que ceux qui vivent les quartiers sont les habitants et qu'il y a des attentes qui méritent d'être entendues. C'est évident, on a évoqué le transport. Je vais évoquer un autre sujet. Le commerce aussi, oui. Il y a bien sûr le commerce, mais il y a aussi un autre sujet qui a besoin de temps, c'est la place de la voiture. Aujourd'hui, la dignité d'habiter, c'est avoir une résidentialisation et c'est la capacité de sentir l'ensemble de son environnement qui soit pris en compte. Il y a un deuxième élément qu'on n'a pas du tout abordé, qui pourtant est extrêmement important, c'est le défi énergétique. L'année dernière, on a rendu public une étude qui démontre que les habitants des quartiers sont ceux qui produisent le moins de gaz à effet de serre. Pour autant, ils sont ceux qui supportent le plus les effets du réchauffement climatique notamment, voire du froid ou de l'humidité. Là-dessus, les programmes de rénovation urbaine sont l'occasion incontestablement de travailler sur de la réhabilitation qui, derrière, permet en termes de pouvoir d'achat des gains énergétiques majeurs. Quand on rénove, on arrive à diviser par 2 la facture énergétique. Quand on est dans du logement neuf, c'est par 4. Donc là, il y a un enjeu particulièrement vertueux qui est tout à fait intéressant et sur lequel on peut aller plus loin. Et quelque part dans les villes, l'élément incroyable vers lequel on pourrait arriver, c'est que les quartiers soient effectivement rénovés, on ait répondu au sujet énergétique,
mais qu'à côté, on ait laissé pour compte les copropriétés qui ont été évoquées tout à l'heure, qui sont aujourd'hui un enjeu majeur. Et une des premières évolutions, c'est est-ce que cette méthode qui peut être améliorée, mais qui quelque part a montré quand même une capacité à faire des choses, ne doit pas permettre d'avancer, notamment vers ces copropriétés. Je pense que c'est un des éléments. Et enfin, on faisait allusion au sujet de se dire que le logement, c'est la première approche, mais qu'est-ce qu'il y a tout autour? Je rappelle et je recite une fois encore Jean-Louis Borloo, si vous reprenez l'histoire, 2003, c'est effectivement l'ANRU, mais 2004, c'est le plan de cohésion sociale. Et le plan de cohésion sociale, c'est quoi? C'est la réponse en matière d'école, c'est le travail en matière d'emploi, c'est-à-dire qu'on élargit et qu'on ne s'occupe pas que de l'habitat et de l'urbanisme, on s'occupe avant tout des habitants. Et ça, je crois qu'on voit bien la nécessité de cette approche qui est celle d'avoir une approche de dignité et de respect de celles et ceux qui occupent ces logements. Merci beaucoup. Justement, Eddy Jacquemart, quelles sont les attentes des habitants pour les perspectives Je pense qu'il y a beaucoup d'attentes des habitants dans ces programmes. Je voulais juste revenir sur les dernières remarques du gouvernement là, sur les émeutes. Je pense que c'était une façon encore démagogique de stigmatiser les quartiers. Et ça suffit, quoi, parce que les quartiers populaires, ils ont aussi... il y a eu du bien vivre aussi dans les quartiers populaires. Et comme le dit mon collègue ici à Lille, il n'y a pas eu d'émeutes dans certains quartiers. Sur ce que sont besoin les habitants, et d'ailleurs on a commencé à travailler avec l'ANRU pour justement mettre en place un référentiel de concertation. Parce que je pense qu'il faut que la concertation, elle soit organisée et qu'on ait un cahier des charges aussi sur cette concertation avec les élus et puis les bailleurs et l'ANRU. Voilà, ça c'est en perspective. On l'a dit tout à l'heure, on a besoin autour dans le bâtiment, on a besoin d'écoles, d'hôpitaux, de transports, de services publics, de proximité, de commerce, d'agences pour l'emploi, de tout ça. On a aussi besoin parce qu'il faut faire vivre le collectif, on a besoin aussi, et c'est un peu oublié dans beaucoup de programmes, c'est des locaux pour les associations. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus de locaux pour les associations et on ne peut pas faire vivre la vie collective là-dessus. Donc ça, je pense que c'est important. Il faut aussi sortir du tout détruire et, je crois, travailler, puisque dans le cadre aussi de l'écologie, il faut travailler sur la déconstruction. C'est un peu ce que disait Catherine Vautrin, c'est-à-dire qu'on a une façon d'aborder les choses un peu différente du démarrage de l'ANRU avec ces immeubles qui tombaient comme ça, comme on a pu voir dans le reportage. Et je dois dire que, pour vraiment résumer, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais je dois dire que véritablement, aujourd'hui encore, le logement, on a besoin de logement social dans les quartiers, parce que le logement social, la preuve en est, c'est qu'il y a 7% d'augmentation de demande de logement social actuellement, vu les problématiques d'inflation et de pouvoir d'achat. Le logement social protège les populations en difficulté. Et on a besoin dans nos quartiers de logement social abordable avec tout ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire tout ce qui va avec, et y compris, je le dis, les transports, parce qu'il y a encore beaucoup de quartiers qui sont enclavés. Et moi, j'ai beaucoup apprécié aussi ce qu'a dit hier la maire de Nantes, et qu'elle a fait allusion au tour et au bourg. Je trouve que c'était important parce que là aussi, il y a des quartiers ruraux aussi qui sont abandonnés, au même titre que des quartiers populaires en banlieue de grandes villes. Voilà, merci. Je continue un petit peu le tour. Marie-Christine Jaillet, les attentes, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour l'avenir de l'ANRU? Alors, en 4 points, d'abord je Rapide, mettez bien votre micro. En 4 points, d'abord je pense que on apprend toujours de l'histoire, et donc revenir sur l'histoire au long cours pour mieux agir demain me paraît une nécessité. Je voudrais dire qu'il y a un comité d'histoire de la politique de la ville qui s'est mis en place et que ça vaudrait le coup qu'il puisse être associé aussi aux réflexions sur la manière dont on peut faire évoluer les politiques.
Deuxième observation, pour rebondir sur ce que disait Catherine Vautrin, la question du renouvellement urbain aujourd'hui déborde la question des quartiers à l'heure du ZAN et des enjeux et puis de transition écologique, du réchauffement climatique et de la transition. Donc peut-être qu'il faut aussi revoir cette question à l'aune de l'enjeu plus général du renouvellement de la ville sur elle-même. Autre enjeu pour moi, je l'ai déjà dit, c'est réarticuler vraiment la politique qui vise à offrir effectivement un cadre de vie et d'habitat digne pour les habitants aux politiques qui visent à leur donner des ressources pour qu'ils tracent leur parcours de vie. Donc c'est à la fois le droit commun, mais c'est aussi toutes les politiques d'accompagnement. Et je pense que là, il y a beaucoup à faire et à améliorer. Autre enjeu, je pense que faire coïncider le temps du projet urbain et le temps des habitants, ça n'est pas simple. Alors, bien sûr qu'il faut mieux organiser la concertation, mais il faut prendre aussi en compte que les temporalités ne sont pas forcément les mêmes. Je pense que la question qu'on a peu abordée, même si le mot a été prononcé, la question de la lutte contre les discriminations doit rester aussi une priorité. On a là toute une série de travaux qui montrent que dans l'accès à l'emploi, etc., il y a des enjeux importants. Et puis, moi, je voudrais insister sur l'enjeu de politique de solidarité à l'échelle des intercommunalités, où toutes les communes doivent contribuer à produire du logement social bon marché et de qualité pour permettre aux habitants les moins pourvus de ressources économiques d'avoir le choix de la localisation et de ne pas être effectivement dans des parcours contraints. Voilà très rapidement quelques éléments. Merci beaucoup Maxime Wister. Benabekassi, votre vision d'un programme de rénovation urbaine idéal? L'ANRU 2 s'améliore en continu. De toute façon, on a ce process maintenant qui est bien installé. Mais si je devais rêver, nous avons un chantier collectif colossal, qui est celle de la décarbonation de notre parc. Pour LMH, par exemple, l'ANRU 2, c'est près de 2000 logements. La décarbonation du parc, c'est le traitement de 10 000 logements. Comment on fait pour que l'enjeu de décarbonation du parc ne traite pas que le sujet de l'isolation du bâtiment? Comment on fait pour que le programme de décarbonation du parc soit une occasion finalement de mettre de la mixité sociale dans les quartiers, soit une occasion de rééquilibrage territorial, toutes les grandes vertus qui ont fait le renouvellement urbain? Je pense qu'on a une belle opportunité là de se poser la question. On a quelques années pour construire finalement ce qui sera la suite de l'ANRU 2. En faisant converger ces différents objectifs. Mais oui, bien sûr, on ne va pas mettre des milliards pour décarboner le parc sans imaginer qu'on va traiter aussi des sujets de mixité sociale. Ça serait peine perdue. C'est un beau rêve en tout cas. Oui, mais je pense que tout le monde est d'accord ici. Oui. Mais la question c'est comment, et je pense que pour le coup, la méthode de l'ANRU, elle est bonne aussi pour ça. Voilà. Voir au-delà du mandat, mettre tout le monde autour de la table, suivre des engagements, ça c'est la force de l'agence. Et c'est par ça que vous avez commencé cette table ronde en relevant justement cette méthode très adaptée et très efficace de l'ANRU. Fabienne, un mot? Et sachant que l'ANRU, c'est d'abord de l'urbanisme et qu'effectivement, il ne faut pas demander à l'ANRU de faire autre chose que ce qu'elle a été faite. Et notamment sur la sécurité, la première demande, ça serait qu'il y ait de la sécurité dans ces quartiers, parce que peut-être qu'on peut aller à l'île Sud, mais je vous assure qu'aller à Marseille-Nord, ça reste compliqué. Et donc éviter, je crois que c'était dit un peu, mais éviter les stop and go. L'ANRU 1, ça allait très vite. Enfin je l'ai dit, hein, mais vraiment, je le répète, c'était la force de l'ANRU 1, de cette efficacité. L'ANRU 2 avec les protocoles de préfiguration, etc. Voilà, on a quand même perdu en agilité et j'espère que quand il y aura, je ne sais pas si ça s'appellera ANRU 3 ou comment on l'appellera, mais qu'on arrête les stop and go. Et effectivement, l'ANRU 1, tel que l'on l'avait conçu avec beaucoup de démolitions pour pouvoir ouvrir les quartiers, pour pouvoir faire des pénétrantes. Là, aujourd'hui, on ne peut plus effectivement démolir comme on l'a fait, mais aussi aller sur la seconde vie du bâtiment.
Et je profite qu'il y ait un parlementaire. Voilà, j'espère que dans les débats, on ira au-delà de juste l'étiquette F et G pour la seconde vie des bâtiments, parce qu'aujourd'hui, s'il y a des bâtiments qui ont bien besoin d'une seconde vie, c'est les bâtiments Palulos, et qui sont complètement hors champ aujourd'hui de ce qui est prévu dans le projet de loi de finances. Voilà. Alors, un rapide mot, Stéphane, après Catherine, et puis Olivier aussi, parce que quand on parle de la suite, on parle aussi de financement. Alors, bon, sur la suite, bon, sur le financement, enfin, pour le coup, la loi de finances est assez neutre, puisque l'État ne finance quasiment pas l'ANRU. Il faut quand même le rappeler. Ça n'aura pas d'incidence. Ça m'amuse toujours de voir dans l'hémicycle les ministres dire, nous avons mis tant de milliards dans les quartiers, nous avons mis tant de milliards, vous n'avez rien mis. Catherine Vautrin a bien fait le rappel de tout le financement. C'est les salariés avec le salaire différé, qui est le 1%, enfin le 0,45% à logement, qui finance les 2/3 de la rénovation, voire les 3/4 de la rénovation urbaine. Bref, je dis ça, mais tout ça, je pense que dans les immenses enjeux d'environ, en 2 mots, je ne vais pas revenir, mais quand même, je ne peux pas ne pas dire la question des services publics comme lieu central de la cohésion sociale dans notre pays. Et puis, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je pense que l'immense bombe à retardement sur le dysfonctionnement des quartiers, c'est la question des copropriétés. Et que là, il y a un immense enjeu. Il y a une loi qui doit venir, mais qui tarde à venir pour essayer de revoir le règlement des copropriétés pour faciliter l'intervention publique. Mais on voit bien, et c'est aussi, puisqu'on est au congrès HLM, le moyen de valoriser le logement social, mais quand il y a un bailleur qui est soucieux de l'intérêt général et qui s'inscrit dans des politiques de rénovation urbaine, ça va vite et ça fonctionne avec toutes les critiques qu'on peut y apporter, mais globalement ça fonctionne. Mais là où ça ne fonctionne pas du tout, c'est dans les copropriétés. Moi j'ai Clichy-sous-Bois dans mon département, il y a Grigny, la Grande Borne, c'est emblématique, mais que de temps, il faut 4 fois plus de temps pour y arriver, et donc il faut absolument une loi qui permette de revoir le système de fonctionnement des copropriétés pour que l'intervention publique soit facilitée. Merci beaucoup. Donc la question des copropriétés privées. Olivier Sichel, bon, la Banque des Territoires et Caisse des Dépôts, toujours au rendez-vous, parce que c'est cet aspect financier qui est très important pour donner l'impulsion. Alors, on sera au rendez-vous. Moi, je voudrais signaler quand même un rôle important qui est le rôle du maire dans ces affaires-là. Oui. Parce que Stéphane Peu l'a rappelé, on s'est engagé dans le programme Action Cœur de Ville sur les villes moyennes, qui est aujourd'hui un véritable succès, avec très très peu de subventions. Les maires, ce sont eux qui ont demandé la prolongation de ce programme. Et moi, la semaine prochaine, je réunirai 100 maires cœur de ville qui sont profondément engagés dans le programme. Et qu'est-ce qui a marché dans ce programme-là? Qui a marché en termes de résultats, parce que la vacance commerciale des cœurs de ville a baissé, parce que les transactions immobilières ont augmenté. C'est qu'on a mis autour du maire tous les services. L'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, Action Logement, la Banque des Territoires, les services de la préfecture, et c'est le maire qui a porté ce projet. Et je pense que dans les quartiers, il faut remettre le maire, qui est le seul, comme vous le disiez, à être capable de garder la cohérence dans les temporalités différentes. Et que si on met autour du maire les responsables de l'école de l'éducation, les responsables de la sécurité, les responsables de la justice, les responsables des services publics, qui s'ajoutent à la rénovation urbaine, qui travaille déjà très très bien avec les maires, on est capable d'articuler le projet cohérent qui permet de répondre aux habitants, et accessoirement quand même aux électeurs, sur toutes les questions de temporalité qui vont à la fois, certes, de la cage d'escalier, de la rénovation de l'école, mais aussi du sujet de l'école, du bureau de poste, de la sécurité qui est important dans ces quartiers. Donc il faut vraiment remettre les maires au centre du projet. Catherine Vautrin, un mot de conclusion sur tout ce panorama qu'on a vécu. Alors, juste un petit mot, Marie-Christine, mais très rapidement. C'est juste un petit mot pour revenir sur une question. Il est question du bilan. Je pense qu'il y a un point qui a été évoqué tout à l'heure par Catherine Vautrin qui est très important. Quand on évalue ce qui se passe dans les quartiers, on fonctionne sur des images successives. C'est-à-dire, on regarde tous les 3 ans, 5 ans, qu'est-ce qu'il en est de ce quartier au regard d'un certain nombre d'indicateurs. Et effectivement, ça justifie le discours, rien ne change. Voilà. Les quartiers sont toujours aussi pauvres, etc. On oublie complètement ce qui se passe entre, c'est-à-dire qui sort. Et là, je pense qu'une manière de répondre au discours, ça ne sert à rien, c'est de montrer, entre autres, que les quartiers, ils ont aussi une fonction de sas, de porte d'entrée. Pour ça,
On a besoin de pouvoir analyser qui sort et où. Et moi, comme chercheuse, je dis qu'il y a des chercheurs qui sont prêts à travailler sur cette question et à produire et à documenter ça, à condition qu'on puisse trouver des modes de travail avec des bailleurs sociaux. Donc le message est lancé. Hein, le message est passionnant. Merci pour les éléments de conclusion, parce qu'effectivement, mesurer de façon quantitative, c'est prouver l'intérêt politique. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, la place du maire, je partage totalement. Il n'y a pas de projet en rue sans le maire. En revanche, le maire, si les actions ne sont pas solvabilisées, il ne peut pas faire. Et on en revient à notre débat, c'est-à-dire que autant l'ANRU a trouvé un moyen de solvabilisation avec ses partenaires, et je redis que c'est cette méthode et c'est le fait d'avoir la capacité de mettre autour de la table les habitants, les élus et l'ensemble des techniciens et des financiers qui a fait la méthode. Il faut continuer comme ça. Je pense qu'il y a un autre élément, c'est qu'il faut remettre également autour de la table l'ensemble des entreprises, parce que finalement, ils sont financeurs par la cotisation, mais beaucoup de leurs salariés habitent dans ces quartiers, et je pense qu'on ne les associe pas assez au plan local sur les réalisations qui sont faites avec finalement l'argent qui est versé. Et remettre du lien entre l'entreprise et le quartier, c'est aller vers l'emploi, et c'est l'une quand même des premières attentes des habitants, et je pense qu'on peut avancer là-dessus. En conclusion, rien n'est parfait, mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a des choses qui ont changé. Et quelque part, la volonté de l'ANRU, c'est évidemment de continuer en s'intéressant effectivement à ces copropriétés, parce que c'est l'un des sujets prégnants. L'ANRU seul ne pourra pas faire, mais l'ANRU, avec l'ensemble des partenaires, pourra continuer. Et je peux vous dire qu'il y a une équipe extrêmement engagée, et que le phénomène temps est un phénomène qui n'est pas du fait de l'ANRU, mais qui a été des étapes, qui ont été des étapes de financement, des étapes de rythme de chacune finalement des villes concernées. Mais globalement, je ne connais pas un maire qui ne veuille pas que son projet réussisse. Et notre engagement, c'est d'être aux côtés des élus et des habitants pour que ce deuxième programme soit une réussite et soit meilleur que le premier. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous pour tous ces détails et ces perspectives que vous avez tracées sur l'ANRU. Merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure pour une conférence sur la souveraineté énergétique locale. On en a parlé. Et puis, on parlera aussi des trophées de l'innovation HLM. À tout à l'heure.